Le fauteuil roulant délicatement rose projetait une ombre sous le vieux chêne, isolé de la symphonie des voix d'enfants qui s'éparpillaient à travers la lumière dorée de l'après-midi dans le parc Riverside. Les doigts d'Olivia Sterling, 7 ans, traçaient des motifs invisibles sur sa robe de soie, tandis que ses yeux bleus suivaient chaque mouvement insouciant qu'elle ne pouvait plus accomplir. À 20 pieds de là, les éclats de rire scintillaient comme le soleil sur l'eau. La BMW immaculée de sa mère ronronnait dans le parking, écho silencieux d'un autre dimanche volé par une crise de conseil d'administration. Lucas Martinez observait sa fille, Zoé, dont la balançoire ralentissait jusqu'à s'immobiliser doucement. Son regard tendre se posa sur la silhouette solitaire, dont le monde de luxe ne pouvait dissimuler l'angoisse d'une solitude profonde. La brise d'octobre murmurait à travers les feuilles ambrées, emportant avec elle le parfum doux amer de l'automne et le poids des désirs inexprimés. La petite main de Zoé se glissa dans la paume rugueuse de son père, serrant avec l'urgence intuitive que seuls les cœurs innocents connaissent. « Papa, pourquoi cette jolie fille a-t-elle l'air si seule ?» Lucas contempla ce tableau déchirant, la richesse sans chaleur, la protection sans lien, un enfant prisonnier de murs invisibles. Dans cet instant cristallin, il choisit la compassion plutôt que la prudence. « Ma fille aimerait jouer avec toi, » dit Mike Torres, essuyant la graisse de ses mains usées avec le chiffon rouge qu'il utilisait depuis 15 ans dans le garage de Morrison. Derrière la clôture de fil de fer séparant l'atelier automobile de l'école élémentaire Cedar Falls, il voyait Lucas Martinez accompagner sa fille chaque matin aux grilles de l'école, à exactement 7h45. Aucune mère ne venait jamais à ce rituel quotidien. Pas de grand-mère déposant des boîtes à lunch oubliées ou signant des autorisations. Juste un père dont la main calleuse témoignait de nuits passées sous les capots, et une fille dont le sourire éclatant ne posait jamais de questions sur la différence de leur famille avec les autres. Mike avait vu assez de familles brisées défiler par ses portes pour reconnaître la force silencieuse nécessaire à tenir bon, seul. Lucas travaillait plus dur que tout homme ne devrait. Il ne se plaignait jamais quand les heures supplémentaires du samedi signifiaient manquer les matchs de soccer de Zoé. Il ne demandait jamais d'avance lorsque la facture d'électricité arrivait en retard. Zoé possédait quelque chose de spécial. Pas cette agitation arrogante que Mike voyait chez les autres enfants, mais une curiosité douce qui la faisait s'arrêter pour caresser un chat errant et saluer les voisins âgés. Ce jour-là, Mike remarqua quelque chose de différent dans la démarche de Lucas en revenant de l'école. Une légèreté nouvelle, comme si un homme venait de découvrir qu'il ne portait plus son fardeau seul. Le soleil d'automne filtrait à travers les vitres sales de Morrison, projetant de longues ombres sur le sol en béton, où Lucas organisait méthodiquement ses outils. Chaque clé trouvait sa place, chaque douille était rangée par taille, la précision méticuleuse d'un homme qui savait que de petits actes d'ordre pouvaient contenir le chaos. Son téléphone vibra contre l'établi métallique. Le numéro de l'école de Zoé s'affichait sur l'écran fissuré. Son estomac se noie de ce que chaque parent connaît, la peur que quelque chose se soit mal passé et que vous ne soyez pas là pour réparer. Monsieur Martinez, ici Madame Chen du bureau. Zoé va bien, mais elle demande après une petite fille rencontrée au parc hier. Elle voudrait savoir si elle peut l'inviter à notre festival d'automne le week-end prochain. Lucas inspira lentement, se souvenant du fauteuil rose et de la façon précautionneuse dont Olivia avait demandé la permission avant de toucher les jouets de Zoé. « Quelle petite fille ?» demanda-t-il, bien qu'il sache déjà. Le souvenir du costume impeccable de Victoria Sterling et de ses yeux perçants était gravé dans son esprit comme une étiquette d'avertissement qu'il ne pouvait déchiffrer. Victoria Sterling se contemplait dans le miroir de la salle de bains exécutive de Sterling Dynamics, ses cheveux platines encore parfaitement coiffés après 14 heures de travail. Le 42 étages offrait une vue panoramique sur Portland, mais Victoria pensait au château de sable et à la manière dont le visage de sa fille avait brillé pour la première fois depuis des mois. Son assistante avait reprogrammé 3 réunions du conseil, retardé 2 conférences téléphoniques et détourné une douzaine de mails urgents, tout cela parce que Victoria ne pouvait s'empêcher de repasser le son du rire sincère d'Olivia dans le parc Riverside. Le gala annuel de charité de Sterling Dynamics approchait, où l'élite de Portland écrirait des chèques généreux et se congratulerait pour leur philanthropie. Et pourtant, voici sa propre fille, affamée de quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la simple connexion humaine. Son téléphone affichait 17 appels manqués de sa belle-mère, chacun rempli de critiques voilées sur ses choix parentaux. Elle les effaça sans les écouter, attrapa son sac Hermès et se dirigea vers l'ascenseur. Ce soir, elle parlerait du parc avec Olivia. Ce soir, elle écouterait. Le hall en marbre de la maison Sterling résonnait sous ses talons Louis Vuitton alors qu'elle montait l'escalier en colimaçon vers la chambre d'Olivia. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente, alourdie par le poids des histoires manquées, des contes du soir non lus,
des instants précieux perdus. L'infirmière privée d'Olivia, Madame Patterson, apparut dans l'encadrement de la porte avec un sourire doux, mélange subtil de compréhension et de jugement. Elle vous a demandé toute la soirée, Madame Sterling. Sa journée a été merveilleuse, de ce que je peux dire, elle a parlé d'une nouvelle amie. La poitrine de Victoria se serra. En 2 ans depuis la mort de Richard, Olivia avait à peine interagi avec d'autres enfants, trop timide et consciente de son fauteuil pour entrer dans le monde complexe des amitiés enfantines. Les séances de rééducation, les tutrices privées, rien n'avait redonné l'éclat à ses yeux qu'elle avait avant l'accident. Mais un après-midi dans un parc public, avec l'enfant d'une étrangère, avait réussi ce que des millions de dollars de soins spécialisés n'avaient pas pu accomplir. Victoria frappa doucement à la porte, se préparant à une conversation sur le pourquoi de son travail incessant et le moment où papa rentrerait. La chambre d'Olivia ressemblait davantage à un centre médical qu'à un sanctuaire d'enfants, lit hospitalier, équipement spécialisé, murs blancs décorés de posters éducatifs sur les lésions médulaires. Mais ce soir, sur la table de chevet ajustable, se trouvaient des crayons et des feuilles de papier colorés, inutilisés depuis des mois. Olivia leva les yeux de son dessin, une lueur retrouvée brillant dans son regard. « Maman, regarde ce que j'ai fait pour Zoé. » Le dessin montrait 2 bonshommes de bâton se tenant par la main, à côté d'un château de sable ambitieux, drapeaux et douves inclus. L'un se tenait sur 2 jambes, l'autre dans un fauteuil rose détaillé. « Qui est Zoé, ma chérie ?» demanda Victoria, sachant déjà que cette réponse allait tout changer. « Ma nouvelle meilleure amie. Son papa a dit qu'elle aimerait jouer avec moi, et il avait raison. On a construit le château le plus incroyable, et elle ne m'a jamais demandé mes jambes. Elle voulait juste savoir si j'aimais les licornes. » Les mots d'Olivia déferlèrent avec l'excitation des enfants, chaque phrase frappant Victoria comme une révélation. C'est ainsi que les enfants devaient parler, haletant d'enthousiasme, pas mesurés et prudents. 6 semaines passèrent comme un accident de voiture au ralenti que Victoria ne pouvait empêcher. Chaque matin, Olivia demandait à retourner au parc. Chaque soir, Victoria inventait de nouvelles excuses, météo, emploi du temps, réunion. La vérité était trop complexe pour qu'une enfant de 7 ans puisse la comprendre. Victoria Sterling avait bâti sa vie sur le contrôle, la gestion méticuleuse des variables, pour protéger sa fille d'un monde qui avait déjà trop pris. Les tutrices poursuivaient leurs leçons, la rééducation physique se déroulait selon le programme dans le gymnase climatisé de la maison. L'alimentation d'Olivia restait parfaitement équilibrée, ses soins médicaux impeccables, sa sécurité absolue. Mais la lumière dans ses yeux s'éteignait peu à peu, et les dessins de bonshommes de bâton disparaissaient de sa table de chevet. Le docteur Martinez, aucun lien avec l'homme du parc, Victoria avait vérifié, s'inquiétait de la perte d'appétit et de la fatigue accrue d'Olivia. L'isolement peut se manifester sous forme de dépression chez les enfants, avait-il mentionné, prescrivant encore un médicament qui ne résoudrait pas le vrai problème. Madame Patterson insistait sur la nécessité d'interaction sociale, suggérant des jeux et des programmes préscolaires avec un jugement à peine voilé. Un jeudi soir, alors que Victoria examinait les projections trimestrielles, la voix d'Olivia à l'interphone était fragile, comme si le monde de sa mère pouvait se briser à cet instant. « Maman, peux-tu monter ? Je ne me sens pas très bien. » Victoria trouva sa fille recroquevillée dans son lit surdimensionné, le plateau de dîner intact à côté, témoin silencieux d'un désintérêt qui n'était pas physique. « Je rêve encore du parc, » murmura Olivia. « De Zoé et du château qu'on a construit. Penses-tu qu'elle se souvient de moi ? » La question flottait dans l'air, accusation silencieuse, dans sa tentative de protéger Olivia, Victoria avait créé une autre prison. Madame Patterson apparut à la porte, médicament à la main, expression préoccupée. « Peut-être est-il temps d'envisager des occasions de socialisation, dit-elle doucement, son accent écossais adoucissant la critique. L'enfant dépérit, non pas physiquement, mais émotionnellement. Victoria regarda les crayons et le papier encore intacts et prit une décision plus terrifiante qu'une réunion du conseil. Ce soir, elle irait au parc. Son SUV noir navigua à travers les quartiers modestes de Cedar Falls avec l'incertitude d'un GPS haut de gamme découvrant un territoire inconnu. Les maisons étaient plus petites, plus anciennes, clôturées de grillages, avec des allées pratiques au lieu de circulaires parfaitement entretenus. Des vélos d'enfants s'appuyaient contre les porches. Les décorations d'Halloween apparaissaient timidement sur les pelouses modestes, et tout le quartier vibrait de la vie réelle de familles présentes dans leur maison, non simplement existantes. Le garage de Morrison occupait le coin, son enseigne peinte à la main vieillie mais accueillante. Les traces de graisse racontaient des histoires de travail honnête et de clients satisfaits. À travers les portes ouvertes,
Victoria aperçut Lucas Martinez penché sur un moteur, concentration absolue, mains usées mais sûres, réparant ce qui était cassé. Elle avait répété cette conversation durant les 20 minutes de trajet, préparant des justifications pour avoir tenu les filles séparées 6 semaines. Mais maintenant, face à Lucas, toutes ces phrases planifiées semblaient insuffisantes. Lucas leva les yeux du carburateur obstiné de la Chevy lorsque les talons chers de Victoria résonnèrent sur le béton du garage. Elle se tenait là, baignée de lumière, costume de créateur détonnant dans ce lieu de travail manuel, visage impeccablement composé, mais avec une lueur presque désespérée. « Monsieur Martinez, j'espère ne pas interrompre votre travail », commença-t-elle, voix polie mais tremblante, autorité de salle de réunion mêlée de vulnérabilité. « Je dois vous parler de nos filles. » Lucas essuya ses mains sur sa combinaison, observant la nervosité subtile dans ses yeux qui parcouraient le chaos organisé de son garage. « Olivia va bien ?» demanda-t-il, sincèrement. Sa préoccupation réelle fit vaciller la façade de Victoria. « Non, » admit-elle, avant de pouvoir se retenir. Elle ne va pas bien. Et je crois que c'est de ma faute. La conversation qui suivit resterait gravée dans l'esprit de Lucas pendant des mois. Victoria parla d'isolement et de protection, de l'équilibre fragile entre sécurité et vie réelle. Elle décrivit la lente disparition de l'esprit de sa fille, les repas intacts, les nuits sans sommeil, et la façon dont Olivia demandait après Zoé avec l'espoir déchirant d'une enfant qui avait goûté à l'amitié et trouvé qu'on ne pouvait la remplacer. « J'ai construit des murs », murmura Victoria. « Je pensais qu'ils protégeraient des mauvaises choses, mais ils ont tout enfermé, même la joie. » Lucas, adossé à son établi, la regardait, cette femme dirigeait des empires, mais ne savait pas comment faire sourire sa fille. « Les enfants sont résilients », offrit-il. « Mais ils ont besoin d'air, d'échouer, de découvrir qui ils sont quand personne ne regarde. » Le rire de Victoria n'avait rien d'amusant. « Facile à dire. Tu n'as pas vu ton enfant mourir presque dans un lit d'hôpital. Tu n'as pas eu à expliquer pourquoi papa ne rentre pas. Tu n'as pas pris des décisions qui déterminent si elle marchera encore. » Les mots flottaient entre eux comme un pont que personne ne savait traverser. Le samedi matin arriva avec la promesse fraîche d'octobre et des secondes chances. Lucas aida Zoé à préparer son petit sac à dos avec des jouets de sable et les petites boîtes de jus qu'elle insistait pour qu'Olivia adore. L'excitation de sa fille était contagieuse, malgré ses propres appréhensions pour le retour à la maison Sterling. Le trajet à travers Pigny-les-Stats ressemblait à l'entrée dans un autre pays, pelouse impeccablement entretenue, allée capable d'accueillir un petit avion. La maison Sterling se dressait sur ses terrains taillés comme un château sorti d'un rêve, symbole d'une vie soigneusement orchestrée et protégée, mais qui cette fois allait être confrontée à l'imprévisible pouvoir de l'amitié enfantine et de l'humanité simple. Le manoir des Sterling semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture, chaque ligne, chaque angle et chaque matériau coûteux conçu pour impressionner plutôt que pour accueillir. Mais lorsque la porte s'ouvrit, ce fut Olivia qui apparut, ses yeux brillants de joie pure à la vue de Zoé, qui se tenait sur les marches de marbre. « Tu es revenu » s'exclama-t-elle, et pour un instant, la froideur majestueuse de la demeure ne pouvait rivaliser avec la chaleur d'une véritable amitié enfantine. Victoria surgit derrière sa fille, vêtue plus simplement que Lucas ne l'avait jamais vue, même si ses habits de week-end devaient coûter plus qu'un salaire mensuel entier. « Merci d'être venu » dit-elle, une phrase simple mais lourde de sens, comme si elle avouait avoir besoin d'aide pour ce qui restait, à ses yeux, le travail le plus exigeant au monde, élever une enfant. L'intérieur du manoir semblait davantage un musée qu'un foyer, une vitrine de la richesse affichée, mais Olivia se déplaçait sur les sols en marbre et entre les meubles de designer avec une grâce naturelle, comme si elle n'avait jamais connu autre chose. Victoria les guida jusqu'à ce qu'elle appelait le salon familial, un espace qui ressemblait davantage à un hall d'hôtel qu'à un lieu où une famille pouvait se retrouver. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent devant la grandeur de la pièce, admirant les plafonds voûtés et les œuvres d'art dont la valeur surpassait probablement le prix de nombreuses voitures. Mais les enfants ont une capacité étonnante à s'adapter, et en quelques minutes, les deux filles étaient installées sur le tapis persan somptueux, la chaise roulante d'Olivia parfaitement positionnée pour atteindre la maison de poupée qui trônait dans un coin. « C'est la plus grande maison que j'ai jamais vue », annonça Zoé, avec la franchise brutale de l'enfance. « Tu te perds parfois ici ?» demanda Olivia en riant, un son qui résonna contre les hauts plafonds comme une mélodie que la pièce attendait depuis toujours. « Parfois, je fais semblant d'explorer un château », avoua Zoé. « Mais c'est un peu triste d'être la seule princesse. » Lucas aperçut l'expression de Victoria du coin de l'œil, un mélange de fierté et de douleur, alors qu'elle regardait sa fille interagir avec quelqu'un qui voyait au-delà de la chaise roulante, jusqu'à l'enfant qu'elle était réellement.
La transformation d'Olivia au fil des heures suivantes fut presque miraculeuse. L'enfant timide et réservé qui avait ouvert la porte disparut peu à peu, remplacé par une fillette bavarde et rieuse qui montra à Zoé ses fournitures artistiques, sa collection de livres et la piscine intérieure conçue pour sa rééducation. « Je ne peux pas nager dans les piscines ordinaires », expliqua Olivia avec sérieux en se tenant à côté de l'eau chauffée. « Mais celle-ci a des poignées spéciales et un ascenseur, donc je peux y aller quand je veux. » Zoé examina le matériel mécanique avec la concentration qu'elle réservait habituellement aux problèmes de mathématiques les plus complexes. « C'est plutôt cool », conclut-elle. « C'est comme avoir ton propre parc aquatique privé. » Victoria observa depuis la fenêtre d'observation les deux filles éclaboussées dans la piscine thérapeutique, leur rire créant des ondulations qui dépassaient de loin la surface de l'eau. Pour la première fois en 2 ans, la piscine servait à la joie plutôt qu'à la nécessité médicale. Mrs. Patterson apparut à côté de Victoria avec des serviettes et un léger sourire approbateur. « Les enfants ont une capacité remarquable à trouver le bonheur dans n'importe quelle circonstance, observa la nurse d'une voix calme. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. » Lucas se sentit étonnamment à l'aise dans la cuisine impeccable de Victoria, acceptant un café d'une machine dont le prix devait dépasser celui de sa voiture, tout en regardant les deux petites transformer un simple goûter en un véritable goûter théâtral. La cuisine Sterling était un monument à la possibilité culinaire, appareil professionnel, comptoir en marbre, assez d'espace pour servir un petit mariage. Et pourtant, l'endroit semblait étrangement stérile, comme une vitrine plutôt que le cœur chaleureux d'un foyer. « Je ne cuisine pas beaucoup », admit Victoria, suivant du regard le mouvement de Lucas dans cet espace immaculé. Mrs. Patterson prépare la plupart des repas d'Olivia, et moi, je mange généralement au bureau. La confession portait plus de poids qu'une simple remarque sur la préparation des repas, c'était l'aveu d'une déconnexion totale avec les rythmes fondamentaux de la vie familiale. Zoé et moi cuisinons ensemble chaque dimanche, rétorqua Lucas. Rien de compliqué, mais elle aime aider avec les pancakes et les œufs brouillés. Elle dit que la nourriture a meilleur goût quand on la prépare soi-même. L'expression de Victoria trahissait une sorte de révélation, en essayant d'offrir à Olivia tout ce que l'argent pouvait acheter, elle avait oublié le plaisir simple et gratuit des expériences partagées. Les ombres de l'après-midi s'allongeaient lorsque Victoria prit une décision. Observant Olivia et Zoé collaborer à un projet artistique élaboré, leur tête penchée sur des feuilles de papier colorées et des paillettes, elle sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, un relâchement du contrôle qu'elle avait exercé pendant 2 ans. « Et si » murmura-t-elle à Lucas, d'une voix feintement détachée. « Et si Olivia venait chez toi la prochaine fois, juste pour quelques heures ?» Les mots semblaient dangereux, comme sauter dans le vide sans savoir si l'eau serait là pour amortir la chute. Lucas leva les yeux de son magazine, reconnaissant le courage qu'il fallait pour faire cette proposition. « Chez nous, ce n'est pas pareil, » prévint-il doucement. « C'est petit, rien de sophistiqué. Zoé partage la salle de bain avec moi, et parfois la musique des voisins est trop forte. » Victoria regarda autour d'elle dans sa maison parfaite, belle, sécurisée, mais dénuée de la chaleur simple qu'elle venait de voir dans les interactions de Lucas avec ses filles. « Peut-être que c'est exactement ce dont elle a besoin, » dit-elle. Et pour la première fois depuis l'accident, Victoria Sterling choisit la confiance plutôt que le contrôle. Le samedi suivant apporta une chaleur inhabituelle, et ce fut la première visite d'Olivia dans un monde où le luxe consistait à avoir 2 parfums de glace dans le congélateur, et où les meubles de designer venaient parfois de vide-grenier. La maison de Lucas sur Maple Street était tout ce que le manoir Sterling n'était pas, compact, vécu, et rempli de ce désordre confortable de la vraie vie. Zoé avait passé toute la semaine à préparer la venue d'Olivia, nettoyant sa chambre et planifiant des activités adaptées à un fauteuil roulant. Les marches d'entrée posèrent leur premier défi, mais Lucas avait installé une rampe temporaire avec du contreplaqué et de la détermination, tandis que les voisins, M et Madame Chen, leur adressaient des signes enthousiastes depuis leur porche. « C'est tellement cosy », souffla Olivia en franchissant la porte, absorbant le mobilier dépareillé et les photos de famille couvrant toutes les surfaces disponibles. La maison sentait la cannelle et le café, comme si le petit déjeuner s'attardait longtemps après la vaisselle. Victoria suivit derrière, son expression soigneusement neutre, absorbant l'intimité décontractée d'un foyer où la vie se déroulait réellement. La chambre de Zoé était un paradis pour une enfant de 7 ans, lit superposé qu'elle avait exigé malgré qu'elle dormait seule, étoiles phosphorescentes collées au plafond, et une collection de peluches ayant assisté à chaque moment important de sa vie. « Je leur ai tous donné un nom et une personnalité », expliqua Zoé en présentant Olivia à sa ménagerie. Monsieur Bouton est sérieux, et Fluffy se met toujours dans les ennuis. Olivia tendit la main pour caresser un lapin usé, une oreille partiellement détachée.
On dirait qu'ils ont beaucoup été câlinés, observa TL avec nostalgie. Dans sa chambre stérile à la maison, même ses quelques peluches restaient intactes, plus décor que compagnon. Victoria resta dans l'embrasure, regardant sa fille vivre l'enfance comme elle aurait dû être, désordonnée, chaleureuse et pleine de possibilités qui ne nécessitaient ni pile ni instruction de montage. Elle peut emporter Monsieur Bouton si elle veut, proposa Zoé avec la générosité spontanée de l'enfance. Il fait disparaître les cauchemars. Le simple geste frappa Victoria comme un coup physique, lui rappelant toutes les connexions organiques qu'elle avait manquées en orchestrant la vie strictement contrôlée d'Olivia. La cuisine devint le quartier général de l'après-midi, où Lucas initia les filles à l'art ancestral des cookies aux pépites de chocolat fait maison. Olivia s'appliqua avec une précision scientifique, mesurant la farine et le sucre avec la concentration qu'elle réservait habituellement aux exercices de rééducation. Zoé, en revanche, transforma la pâtisserie en performance artistique, la farine parsemant ses joues et les pépites de chocolat disparaissant à un rythme alarmant avant d'atteindre le bol. Le secret, c'est de ne pas suivre la recette à la lettre, confia Lucas, en clin d'œil à Olivia. La pâtisserie, c'est une affaire de cœur, pas de mathématiques. Victoria observait depuis le coin repas, admirant la façon naturelle dont Lucas incluait Olivia à chaque étape, ajustant les hauteurs de plan de travail et trouvant des solutions créatives pour les tâches nécessitant de se tenir debout. Il n'y avait aucune accommodation spéciale, juste une résolution de problèmes adaptative, traitant le fauteuil roulant comme un simple facteur à considérer, comme des ciseaux pour gaucher ou un tabouret. Quand le premier lot sortit doré et parfumé du four, le visage d'Olivia s'illumina d'une fierté qu'aucune somme d'argent n'aurait pu acheter. « C'est moi qui les ai faits », annonça-t-elle à sa mère, tenant un cookie légèrement de travers comme s'il s'agissait du diamant Hope. La transformation que Lucas observa chez Victoria au cours des semaines suivantes fut subtile mais indéniable. Elle commença à arriver 15 minutes plus tôt pour récupérer Olivia, à traîner dans la cuisine pendant que les filles terminaient leurs activités, à poser des questions sur les courses, les heures de coucher normales, et si les enfants de 7 ans avaient vraiment besoin de manger des légumes à chaque repas. Ses costumes impeccables cédaient la place à des tenues plus décontractées le week-end, même si ses vêtements restaient probablement plus chers que le budget alimentaire mensuel de Lucas. « Comment fais-tu » demanda-t-elle un après-midi, le regard fixé sur lui alors qu'il guidait les filles dans la construction d'une forteresse en couverture. Faire en sorte que tout paraisse si facile. Lucas s'interrompit un instant dans sa consultation architecturale. Zoé avait besoin de normalité après la mort de sa mère, alors on a trouvé la normalité ensemble. Certains jours, on échoue spectaculairement, mais on continue d'essayer. Victoria absorba ces mots comme on apprend une nouvelle langue, chaque phrase simple contenant des concepts qu'elle n'avait jamais envisagés, que l'échec pouvait faire partie du succès, que l'imperfection pouvait être un objectif en soi. Ces notions remettaient en question tout ce sur quoi elle avait bâti sa vie. Lorsque le festival d'automne de l'école primaire de Cedar Falls arriva, accompagné d'un ciel parfait et d'une douceur octobrienne, Victoria Sterling participa pour la première fois à un événement scolaire public. Le gymnase avait été transformé en un pays des merveilles automnales, avec bottes de foin, citrouilles et une mer de papier orange. Les parents se rassemblaient en groupes familiers, contrastant avec les événements de réseautage formels où Victoria assistait habituellement, où les conversations suivaient des scripts prévisibles sur les tendances du marché et les portefeuilles boursiers. Olivia, dans sa robe violette préférée, souriait en naviguant dans l'espace bondé, Zoé à ses côtés servant de guide et de coordinatrice sociale. « C'est Mrs. Henderson, elle enseigne l'art », expliqua Zoé, présentant Olivia aux adultes avec la confiance d'une diplomate chevronnée. « Et monsieur Kim dirige la bibliothèque. Il connaît tous les livres existants. » Victoria suivait, comme une anthropologue découvrant une culture oubliée, fascinée par les parents discutant des horaires de covoiturage et des devoirs avec une affection fatiguée mais sincère. La soirée incluait un concours de gâteaux, un lancer d'anneaux et un stand d'amitié où les enfants confectionnaient des bracelets pour leurs camarades. Olivia se dirigea vers la table avec détermination, enfilant soigneusement des perles sur un fil élastique. « C'est pour Zoé », annonça-t-elle. « Et celui-ci est pour Kevin, il est dans ma classe d'art. » Victoria réalisa avec stupeur que sa fille mentionnait des amitiés dont elle ignorait tout, tissées en seulement quelques semaines. « Qui est Kevin » demanda-t-elle, et le visage d'Olivia s'illumina de la joie d'avoir des histoires à raconter. « Il dessine très bien les dinosaures et il ne me demande jamais pourquoi je suis en fauteuil. Hier, il m'a dit de rejoindre le club d'art parce que je peins mieux que n'importe qui en 2e année. » Chaque révélation frappait Victoria comme la découverte d'un univers parallèle où sa fille existait comme personne entière, et non comme un cas médical nécessitant une surveillance constante. Mrs. Patterson avait eu raison.
Olivia dépérissait dans l'isolement, mais elle s'épanouissait au sein de la communauté. La crise survint un mardi soir lorsque Victoria reçut un appel qui allait tout changer. La voix du docteur Martinez, porteuse d'urgence, lui expliqua les derniers résultats d'Olivia, une régression significative de la force musculaire, une perte d'appétit et des signes suggérant une dépression clinique chez une enfant de 7 ans. Le déclin physique n'est pas lié à sa blessure à la colonne, expliqua le médecin. Il s'agit d'une manifestation psychologique de l'isolement social. Les enfants ont besoin d'interaction avec leur père pour un développement sain. Olivia est littéralement seule au point de tomber malade. Victoria, assise dans son bureau dominant la skyline de Portland, regardait les lumières scintiller dans des milliers de fenêtres, symbole de milliers de familles probablement réunies pour le dîner. Elle avait construit Sterling Dynamics en un empire technologique de plusieurs centaines de millions de dollars, mais elle ne parvenait pas à faire manger sa fille. « Que recommandez-vous » demanda-t-elle, bien consciente, au fond d'elle-même, que la réponse nécessiterait d'abandonner le contrôle devenu sa religion. « Inscription à plein temps à l'école », répondit le docteur Martinez sans hésitation. Rencontres régulières avec ses camarades, activités parascolaires, autant d'interactions normales que possible. Olivia doit être une enfant, pas une patiente. La prescription était simple et terrifiante. Et tout ce que Victoria avait passé 2 ans à essayer d'éviter se retrouvait maintenant devant elle. Ce soir-là, elle retrouva Lucas dans le garage de Morrison, concentré sur le remontage d'un moteur avec une précision presque méditative. L'odeur familière de l'huile de moteur et la sensation du travail honnête semblaient calmer en elle ce que les réunions de conseil et les rapports financiers ne pouvaient jamais atteindre. « Nous devons parler », dit-elle, sa voix dépourvue de son autorité exécutive habituelle. Lucas leva les yeux de son carburateur démonté, notant la manière délicate dont Victoria se tenait, comme si elle tentait de ne pas se briser. Le médecin d'Olivia dit qu'elle a besoin d'une scolarité à plein temps et d'interactions sociales régulières. Les mots tombèrent plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Il dit que l'isolement la rend malade. Vraiment malade, physiquement. Et je ne sais pas comment y remédier. Cette confession balayait tout ce sur quoi elle avait construit son identité, le contrôle, la compétence, la capacité de résoudre les problèmes grâce à la planification méticuleuse et aux ressources illimitées. « Je l'ai protégée du monde », murmura-t-elle. « Mais je crois que je l'ai protégée de la vie. » Lucas posa sa clé à molette, ses mains tachées de graisse transmettant plus de réconfort que toutes les séances de thérapie coûteuses de Victoria. « Alors laisse-la vivre », dit-il simplement. « Laisse-la échouer et réussir, se blesser, faire des erreurs et découvrir qui elle est quand personne ne regarde. C'est ce que font les enfants. » Victoria regarda autour d'elle le chaos organisé du garage, le calendrier accroché au mur mentionnant un dîner local, la radio jouant du rock classique à un volume parfait. Elle envia la capacité de Lucas à trouver le contentement dans la simplicité. La décision d'inscrire Olivia à plein temps à l'école primaire de Cedar Falls lui donnait l'impression de sauter d'une falaise les yeux bandés. Pendant 3 nuits sans sommeil, Victoria scruta tous les scénarios possibles, accidents sur le terrain de jeu, rejet social, jusqu'à admettre enfin que le bonheur de sa fille valait plus que sa propre tranquillité d'esprit. Le matin de la première journée complète d'Olivia, elle la conduisit elle-même à l'école, refusant de déléguer à Madame Patterson, voulant être témoin de ce jalon personnel. « Tu es nerveuse, ma chérie ?» demanda-t-elle en approchant du bâtiment en briques qui allait devenir le monde principal d'Olivia. « Un peu », admit Olivia en ajustant soigneusement les bretelles de son sac à dos. « Mais Zoé m'a promis de me montrer où sont les bonnes balançoires, et Kevin m'a gardé une place à la table d'art. » Victoria s'émerveilla de la manière dont sa fille évoquait ses relations, ses connexions qui s'étaient formées naturellement, sans planification ni évaluation des risques dignes d'une entreprise. « Et si quelque chose tourne mal ?» demanda Victoria, exprimant la peur qui l'avait tenue éveillée pendant des semaines. Olivia considéra la question avec la sagesse d'une enfant de 7 ans, puis posa doucement sa main sur celle de sa mère. « Alors on trouvera une solution ensemble, » dit-elle, reproduisant inconsciemment l'approche de Lucas face aux complications de la vie. C'est ce que font les familles. Les semaines suivantes bouleversèrent toutes les certitudes de Victoria sur la protection et l'amour. Olivia revenait à la maison avec des taches d'herbe sur ses vêtements, des histoires de politique du terrain de jeu, des dessins reflétant de véritables expériences d'enfance plutôt que des exercices thérapeutiques. Elle se plaignait des devoirs, discutait de l'heure du coucher, réclamait des secondes au dîner, des comportements enfantins normaux que Victoria avait inconsciemment inhibés par sa surprotection. « Sarah Morrison m'a invité à sa fête d'anniversaire », annonça Olivia un après-midi, brandissant une invitation en papier construction décorée de paillettes et de licornes ambitieusement dessinées.
C'est à la patinoire, mais Madame Chen dit qu'ils ont des patins spéciaux pour les fauteuils roulants. L'instinct premier de Victoria aurait été de rechercher des statistiques sur la sécurité des fauteuils roulants en patinage, d'enquêter sur l'accessibilité de l'établissement, voire d'engager un encadrement supplémentaire. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et demanda « Tu veux y aller ?» Cette simple question avait l'effet d'une révolution intérieure. Pendant 2 ans, Victoria avait décidé de ce qu'Olivia voulait selon des recommandations médicales et des protocoles de sécurité. Maintenant, elle demandait à sa fille d'exprimer ses propres désirs, lui faisant confiance pour savoir ce qui la rendrait heureuse. Lucas reçut l'appel de Victoria un jeudi soir, alors qu'il aidait Zoé avec ses devoirs de mathématiques, qui s'était transformé en une bataille de volonté autour de la division longue. « J'ai besoin d'aide », dit Victoria sans préambule, sa voix dépourvue de sa confiance polie habituelle. « Olivia veut organiser une pyjama party avec 3 amis de l'école, et je n'ai absolument aucune idée de comment m'y prendre. » Cette confession représentait un renversement complet de leur dynamique initiale, où la richesse et les ressources de Victoria avaient fait sentir à Lucas son inadéquation. Maintenant, elle demandait conseil à un mécanicien de garage sur les logistiques de l'enfance, parce qu'il comprenait quelque chose qu'elle avait oublié, comment laisser les enfants être des enfants. « Qu'est-ce qui t'inquiète exactement ?» demanda Lucas en mettant de côté le cahier de mathématiques de Zoé, pressentant que c'était la première véritable crise parentale de Victoria depuis l'accident. « Tout », répondit-elle en riant, un rire aux bords hystériques. Et si elle se faisait mal pendant la nuit et que je ne l'entendais pas? Et si les autres enfants étaient mal à l'aise avec son fauteuil? Et s'il posait des questions auxquelles je ne saurais pas répondre? Lucas écouta ce catalogue de peurs, reconnaissant l'amour désespéré derrière toute cette anxiété. Les enfants sont plus solides que tu ne le penses, dit-il doucement. Et Olivia est plus forte que la plupart. La pyjama party devint l'événement social de l'année à l'école Cedar Falls, avec 4 élèves de CE1 transformant le salon formel de la maison Sterling en forteresse de couverture, sacs de couchage et une quantité de snacks capables de nourrir une petite armée. Victoria avait initialement prévu de rester à proximité, prête à intervenir au moindre signe de malaise. Au lieu de cela, elle fut expulsée par Olivia elle-même, qui avait développé une assertivité surprenante sur son indépendance. Les mamans ne sont pas autorisées dans le fort, expliqua Olivia avec l'autorité sérieuse de quelqu'un ayant étudié les protocoles de pyjama party. Mais tu peux nous apporter du popcorn dans exactement 1 heure. Victoria se retira dans son bureau à domicile, essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels, tandis que les sons d'une véritable enfance filtraient à travers le silence habituellement immaculé de la maison, rires, chuchotements, cris occasionnels de joie. Les sons qu'elle avait passé 2 ans à vouloir contrôler étaient désormais les plus doux qu'elle ait jamais entendus. Vers minuit, elle se surprit à jeter un œil dans le salon où les 4 filles avaient finalement succombé à l'épuisement. Le fauteuil roulant d'Olivia était garé à côté du fort comme un compagnon fidèle plutôt qu'un dispositif médical. Madame Patterson apparut à ses côtés, un sourire maternel illuminant son visage. « Écoute ça », murmura l'infirmière, désignant les doux sons d'enfants endormis paisiblement. « C'est le son de la guérison. » Le printemps arriva tôt à Cedar Falls, accompagné de l'annonce par Victoria que Sterling Dynamics allait créer la Fondation Hope, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des familles d'enfants handicapés. Cette décision représentait tout ce que Victoria avait appris sur la différence entre protection et autonomisation, entre charité et communauté. Trop de familles souffrent dans l'isolement, expliqua-t-elle au Portland Business Journal, venu documenter l'expansion philanthropique de Sterling Dynamics. Nous voulons créer des liens, fournir des ressources et prouver que le handicap n'est pas synonyme d'incapacité. La première initiative de la Fondation fut l'adaptation du terrain de jeu de l'école Cedar Falls pour le rendre accessible, permettant aux enfants comme Olivia de participer pleinement aux récréations. Mais la véritable révolution résidait dans l'approche de Victoria. Plutôt que de financer des solutions depuis sa tour corporative, elle s'était immergée dans la communauté, participant aux événements scolaires et siégeant au conseil de parents d'élèves avec la même intensité qu'elle réservait autrefois aux prises de contrôle hostiles. Mid Sterling participa même à la foire du livre. Zoé raconta à son père avec émerveillement, elle portait des jeans et tout. Lucas sourit à l'émerveillement de sa fille, se souvenant de sa propre surprise en découvrant que Victoria pouvait exister en dehors de son armure coûteuse. Le lancement de la fondation eut lieu un samedi, marquant le premier anniversaire de cet après-midi fatidique à Riverside Park. Victoria choisit délibérément le centre communautaire comme lieu, et non le siège de Sterling Dynamics, un espace où les familles de Cedar Falls se rassemblent pour tout, des mariages aux réunions municipales. Les commerces locaux offrirent nourriture et décoration,
et la liste des invités comprenait tout le monde, des membres du conseil municipal aux brigadiers scolaires, qui savaient maintenant faire un high-five à Olivia chaque matin. Lucas observa Victoria travailler la salle avec la même présence qu'elle apportait aux réunions de conseil, mais désormais son intensité visait la connexion authentique plutôt que la domination corporative. Elle connaissait le nom des camarades de sa fille, pouvait organiser le covoiturage avec une expertise fluide et savait tenir une conversation sur les matchs de foot du week-end ou les récitals de piano. Elle est devenue l'une des nôtres, observa Madame Chen, bibliothécaire de longue date de Cedar Falls Elementary, ayant vu d'innombrables parents naviguer dans la complexité sociale de la communauté scolaire. L'argent ne peut pas acheter ce sentiment d'appartenance. Il faut le mériter en se montrant présent. Et Victoria s'était montrée, troquant son contrôle parfait contre une authenticité désordonnée, découvrant que cette dernière avait une valeur infiniment plus grande. La célébration atteignit son apogée lorsqu'Olivia prit le micro pour s'adresser à la foule, rassemblée pour soutenir la mission de la Fondation. Sa voix de 7 ans résonna dans l'acoustique du centre communautaire tandis qu'elle regardait des visages devenus familiers au fil des pièces de théâtre scolaires, des expositions d'art et des aventures au terrain de jeu. Avant de commencer à venir ici, je pensais que être différent signifiait être seul, commença-t-elle, ces mots soigneusement répétés mais sincères. J'habitais une très grande maison, mais elle semblait vide parce que je n'avais pas d'amis. Ma maman essayait de me protéger pour que je ne sois pas blessé, mais elle me protégeait aussi du bonheur. Victoria sentit les larmes monter tandis que sa fille poursuivait, chaque mot étant une douce réprimande de l'isolement imposé avec les meilleures intentions. Maintenant, je sais que différent veut dire intéressant, et que les amis ne se soucient pas des fauteuils roulants. Ils se soucient de savoir si tu es gentil et si tu partages tes cookies à la récréation. La foule rit avec compréhension, mais Victoria entendit la vérité plus profonde sous les simples observations d'Olivia. La communauté n'était pas quelque chose que l'on construisait avec de l'argent ou que l'on gérait par planification minutieuse. C'était quelque chose que l'on rejoignait en se montrant, en prenant soin des gens dont la vie croisait la nôtre de façon extraordinairement ordinaire. Lucas retrouva Victoria après l'événement, le centre communautaire redevenu à sa configuration normale et les derniers bénévoles rentrés chez eux. Elle était assise seule à une table ronde, encore avec son badge de bénévole, l'air épuisé mais serein d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Quelle année » observa-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Autour, les preuves d'une réunion communautaire réussie persistaient, programme plié, confettis éparpillés, odeur persistante de café et de célébration. « J'avais tellement peur » admit Victoria, la voix lourde de tout ce qu'elle avait appris sur l'amour et le lâcher-prise. Peur que si je ne contrôlais pas chaque variable, quelque chose de terrible lui arrive. Mais le terrible était déjà en train de se produire, observa Lucas. Tu l'étouffais avec ta protection. Elle s'épanouit maintenant, dit-il, et le sourire de Victoria refléta une gratitude profonde qu'aucun succès corporatif n'avait jamais engendrée. Nous nous épanouissons toutes les deux, corrigea-t-elle. La communauté était une médecine pour tous, pas seulement pour les enfants. À travers les fenêtres du centre, Cedar Falls scintillait sous le soleil d'après-midi. Une ville ordinaire, remplie de familles ordinaires accomplissant l'extraordinaire travail d'élever ensemble des enfants. 18 mois après qu'un simple geste d'un père célibataire ait changé 3 vies à jamais, Lucas et Victoria se retrouvèrent à planifier un avenir qu'ils n'auraient jamais imaginé, un futur ensemble, fondé sur des valeurs partagées plutôt que sur des circonstances partagées. Leur relation avait grandi avec l'inévitabilité graduelle des saisons, enracinée dans le respect et nourrie par l'intimité quotidienne d'un parenting coordonné. Le mariage semblait moins un geste romantique qu'une reconnaissance pratique de ce qu'ils étaient devenus, une famille fonctionnant par collaboration plutôt que par hiérarchie. Les filles planifient notre mariage depuis février, ria Victoria, montrant à Lucas les dessins élaborés d'Olivia et Zoé, demoiselles d'honneur, hôtel accessible aux fauteuils roulants, réception où tout le monde pouvait danser. Apparemment, elle trouve qu'on met trop de temps à officialiser les choses. Lucas étudia les œuvres avec attention, admirant les détails méticuleux reflétant la compréhension qu'avait une fille de 7 ans et une de 8 ans de l'amour, tout le monde souriant, inclus, célébrant ensemble. Des enfants intelligents, observa-t-il. Ils ont compris ce qu'il nous a fallu 18 mois à nous, adultes, pour réaliser. Victoria s'appuya contre son épaule, émerveillée de la naturelle avec laquelle elle partageait désormais les décisions avec quelqu'un qui valorisait autant le bonheur de sa fille qu'elle-même. Le mariage eut lieu à Riverside Park, un parfait après-midi d'octobre, exactement 2 ans après leur première rencontre sous le vieux chêne. Cedar Falls s'était rassemblé pour célébrer une union devenue, d'une certaine manière, l'histoire de réussite de toute la communauté. Une preuve que les familles peuvent se créer par choix et non par biologie,
et que l'amour peut éclore dans les circonstances les plus improbables lorsque l'on choisit le courage plutôt que le confort. Olivia fut co-demoiselle d'honneur avec Zoé. Les deux filles portaient des robes violettes assorties, des fleurs dans les cheveux, un lien désormais incassable après des mois de fraternité dépassant les liens du sang. Madame Patterson avait fait le voyage depuis Portland pour assister à la cérémonie, sa pragmatique nature écossaise ne pouvant dissimuler la fierté maternelle qu'elle ressentait en voyant Olivia participer pleinement à une célébration de joie. Le pasteur de l'église communautaire de Cedar Falls garda la cérémonie simple et sincère, centrée sur les promesses que Lucas et Victoria faisaient non seulement l'un à l'autre, mais aussi à la famille qu'ils avaient créée ensemble, avec patience, confiance et la décision quotidienne de placer les besoins des enfants avant les peurs des adultes. Le mariage, observait-il un jour, ressemble beaucoup à l'éducation des enfants. On apprend ensemble, jour après jour, avec une grande indulgence pour les erreurs et une joie encore plus immense pour chaque petite victoire. La réception qui suivit leur union était à l'image de ce que Cedar Falls pouvait offrir de plus chaleureux, des guirlandes lumineuses scintillantes suspendues au-dessus des invités, une cuisine participative où chacun avait apporté son plat préféré, témoignant des traditions locales, et une atmosphère de communauté si dense qu'on aurait pu en alimenter toute la région du Nord-Ouest Pacifique. Victoria dansait avec Lucas sur une chanson qu'ils avaient choisie ensemble, un air qui semblait raconter leur histoire, celle de construire quelque chose de beau à partir de fragments brisés. Non loin d'eux, Olivia et Zoé tournaient en cercle, l'une dans son fauteuil, l'autre en basket, leur rire ajoutant une percussivité spontanée à la bande sonore de la soirée. Mike Torres, du garage de Morrison, avait fermé son atelier plus tôt que d'habitude pour assister à l'événement, arborant sa première cravate depuis 15 ans et proclamant que le léger inconfort valait largement la peine pour être témoin de la plus belle chose survenue à cette ville depuis la construction de la rocade. Madame d'Aranchen offrit aux jeunes mariés un album photo retraçant leur relation à travers les événements scolaires et les rassemblements communautaires, prouvant que leur histoire d'amour s'était déroulée au grand jour, soutenue et admirée par des voisins investis dans leur bonheur. Alors que la nuit tombait sur le parc, là où tout avait commencé, Victoria observa les visages illuminés par les guirlandes et comprit soudain qu'elle venait de trouver ce qu'elle cherchait sans jamais l'avoir su, un sentiment d'appartenance que rien ne pouvait acheter, seulement gagné par la pratique quotidienne de la présence et de l'attention envers ceux qui comptent vraiment. La maison Sterling Martinez sur Riverside Drive incarnait le meilleur des deux mondes. Les ressources de Victoria avaient été utilisées pour créer un espace accessible sans sacrifier la chaleur humaine. La pratique et le pragmatisme de Lucas s'équilibraient avec l'esthétique et la sensibilité de Victoria. La cuisine, équipée d'appareils professionnels, comprenait un coin petit déjeuner où la famille se retrouvait chaque matin avant l'école et le travail. Les filles comparaient leurs devoirs tandis que les parents coordonnaient leurs agendas autour d'un café qui avait un vrai goût, bien plus que celui d'un simple stimulant. La chambre d'Olivia mettait en valeur ses œuvres artistiques aux côtés de technologies adaptatives, tandis que celle de Zoé reflétait ses intérêts grandissants pour les sciences et la littérature. La maison vibrait de ce chaos confortable propre aux familles qui ont appris à fusionner différentes origines en un but commun, là où les réunions du conseil d'administration de Sterling Dynamics coexistaient avec les heures supplémentaires passées au garage de Morrison et les engagements bénévoles à l'école primaire. Ça ressemble à la maison, déclara Olivia un soir, lors du dîner familial hebdomadaire, et Victoria comprit que sa fille avait raison. Non pas à cause de la maison elle-même, mais grâce aux personnes qui la remplissaient de rire, de disputes, de coopération et d'un amour inconditionnel. 2 ans plus tard, la Hope Foundation s'était étendue pour desservir 3 États, offrant ressources et connexions communautaires à des milliers de familles confrontées au handicap avec grâce et détermination, au lieu de solitude et de peur. Victoria avait pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes de Sterling Dynamics, choisissant de se concentrer sur un travail qui nourrissait son âme plutôt que son compte bancaire. Lucas était devenu directeur des services familiaux de la Fondation. Sa sagesse pratique et son empathie sincère faisaient de lui le lien parfait entre les ressources corporatives et les besoins de la communauté. Nous n'essayons pas de réparer quoi que ce soit, expliqua-t-il aux journalistes curieux de la mission de la Fondation. Nous cherchons à connecter les personnes qui comprennent les défis des autres et à célébrer le fait que différent ne signifie pas inférieur. Le succès de la Fondation ne se mesurait pas en dollars collectés ni en programmes lancés, mais dans le nombre de familles ayant trouvé leur communauté, d'enfants ayant découvert que leurs valeurs dépassaient largement leurs limites, et de communautés ayant appris à percevoir le handicap comme une diversité, non comme un déficit. Olivia était devenue un peu la figure emblématique de l'approche de la Fondation, mais elle portait cette responsabilité avec légèreté, plus intéressée par ses projets scientifiques de 4e que par son rôle d'inspiration pour des adultes qui auraient dû savoir mieux. L'histoire aurait pu se terminer là, avec une famille heureuse et installée dans sa vie choisie, mais la vie offre rarement des conclusions aussi nettes.
Elle continuait plutôt à travers les rythmes quotidiens de l'extraordinaire ordinaire, conférences parents-professeurs et négociations sur les terrains de jeu, chamailleries entre sœurs et victoires partagées, logistique infinie de l'éducation d'enfants en train de devenir eux-mêmes, complexes et merveilleux. Olivia avait rejoint le club de robotique de l'école et découvert une passion pour l'ingénierie qui ne surprenait personne ayant observé sa capacité à résoudre les problèmes d'accessibilité avec une créativité déterminée. Zoé, de son côté, développait un intérêt pour les sciences environnementales et la justice sociale, inspirée par le travail de sa famille avec la Fondation et par ses propres observations sur l'équité et la responsabilité communautaire. Elles vont changer le monde, remarqua Victoria un soir, regardant ses filles collaborer sur un projet visant à rendre les aires de jeu plus inclusives pour tous les enfants. Elles l'ont déjà fait, répondit Lucas, pensant à toutes les familles dont la vie avait été transformée par une simple invitation à jouer dans un bac à sable 2 ans plus tôt. Les effets en cascade du choix de la connexion plutôt que de l'isolement continuaient de s'étendre, créant des vagues de changements qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper lorsqu'ils avaient décidé de se faire confiance pour le cœur de leurs enfants. Les dimanches matins, lorsque les filles dormaient tard et que la maison s'installait dans un silence paisible, Victoria et Lucas retournaient souvent à Riverside Park avec un café pour réfléchir. Ils s'asseyaient sur le banc près du vieux chêne où tout avait commencé, observant de nouvelles familles naviguer dans la danse complexe de l'amitié enfantine et de la protection parentale. Parfois, ils repéraient un enfant isolé, et l'un d'eux proposait inévitablement de s'approcher pour se présenter, offrir ce cadeau d'inclusion qui avait transformé leur propre vie. Est-ce que tu te demandes parfois ce qui se serait passé si nous ne nous étions pas rencontrés ce jour-là, demanda Victoria lors d'une de ses promenades matinales. Lucas réfléchit sérieusement, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les jeunes feuilles du vieux chêne. Je pense que nous nous serions trouvés, tôt ou tard, dit-il enfin. Les gens qui ont besoin de ce que nous avons eu finissent généralement par se croiser, s'ils sont attentifs. Victoria sourit, se souvenant de la mère effrayée et protectrice qu'elle avait été 2 ans plus tôt, protégeant sa fille de tout, sauf du bonheur lui-même. Je suis reconnaissante que nous n'ayons pas attendu, admit-elle. Je suis reconnaissante pour tout, même pour les moments effrayants. Ils restèrent un moment dans ce silence confortable, 2 parents ayant appris que l'amour signifie parfois se retirer, que la protection exige parfois la vulnérabilité, et que les conversations les plus importantes commencent souvent par les mots les plus simples. À travers tout cela, la maison et le parc, les cafés matinaux et les soirées dansantes, tout racontait la même vérité, le bonheur n'était pas un objet à posséder, mais un espace à cultiver. Chaque geste de gentillesse, chaque sourire partagé, chaque main tendue à ceux qui semblaient isolés nourrissait un monde où le courage, l'amour et la communauté devenaient les pierres angulaires d'une vie pleinement vécue. Et dans ce monde-là, Victoria et Lucas avaient trouvé leur place, guidés par l'espoir et la certitude que chaque enfant, chaque famille, méritait d'être vu, entendu et aimé.